L'Ukraine livre une guerre brutale contre la Russie. Mais depuis quelques jours, le président Volodymyr Zelensky affronte une autre bataille, cette fois à l'intérieur de son propre gouvernement. Dans un remaniement d'ampleur, il vient de limoger son ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, après seulement 6 mois en poste. Et Fedorov n'était pas un ministre de la Défense comme les autres. À 35 ans, il était devenu le visage de ce qu'on a appelé la révolution des drones ukrainienne, l'homme qui avait appris à son pays à se battre à la vitesse de l'innovation, avec des drones, des robots, des lignes de code, plutôt qu'avec les seuls canons d'autrefois. Et dans plusieurs villes ukrainiennes, des manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre son renvoi. Alors posons la question franchement. Que se passe-t-il quand l'homme qui a contribué à maintenir l'Ukraine en vie, en la rendant plus rapide et plus rusée que son immense adversaire, est écarté en pleine guerre? Est-ce le signe d'un pouvoir qui se recentre pour mieux frapper, ou d'un système qui commence à se dévorer lui-même? Car cette bataille de couloir, croyez-moi, en dit long sur la manière dont l'Ukraine se bat vraiment. En surface, c'est une simple valse ministérielle, comme les capitales en connaissent tant. Mais sous ce remaniement se cache une lutte bien plus profonde, une lutte pour l'âme même de l'effort de guerre ukrainien. D'un côté, la culture de l'innovation à bas coût, rapide, débrouillarde, qui a permis à un petit pays de tenir tête à un géant. De l'autre, l'établissement militaire et industriel traditionnel, ses généraux, ses contractants, ses habitudes. C'est pas seulement un homme qu'on limoge, ce sont deux visions de la guerre qui s'affrontent. Nous allons dérouler cela couche par couche. D'abord, qui était vraiment Fedorov et pourquoi son renvoi choque. Ensuite, la vraie bataille, l'innovateur contre l'institution. Puis le mécanisme, pourquoi cette friction était inévitable et ce qu'elle révèle. Ensuite, le dilemme démocratique, car tout cela se joue sous la loi martiale, sans élection. Et enfin, ce que cela signifie très concrètement pour nous, à Paris comme à Ottawa. Commençons par l'homme. Mikhailo Fedorov, donc. 35 ans, un âge où, dans la plupart des armées du monde, on n'est encore que colonel. Lui dirigeait toute la défense d'un pays en guerre. C'était pas un général de carrière, mais un homme du numérique venu de la technologie, et c'est précisément ce qui faisait sa force. Sous son impulsion, l'Ukraine a bâti une manière de combattre entièrement nouvelle. Des drones par centaines de milliers, des robots terrestres, des systèmes numériques permettant à un simple soldat de commander son matériel presque comme on commande en ligne. Sa devise, en somme, se battre à la vitesse de l'innovation, là où l'adversaire se bat à la vitesse de la bureaucratie. Les résultats, on les connaît. C'est sous cette impulsion que l'Ukraine a étendu ses frappes de drones à longue portée jusqu'au cœur du territoire russe, frappant raffineries et bases loin derrière le front. C'est cette culture-là qui a permis à une nation 3 fois moins peuplée que son ennemi de lui infliger des pertes hors de proportion avec sa taille. Fedorov lui-même aimait mettre en avant ses gains et l'aide des alliés l'annonce, par exemple, d'avions de combat suédois Gripen, porteurs de missiles Météor, pour protéger le ciel ukrainien. Bref, il incarnait la partie la plus moderne, la plus admirée de l'effort de guerre. Pour saisir ce que représentait vraiment cet homme, il faut mesurer l'ampleur de ce qu'il a bâti. Là où une armée classique met des années à concevoir, tester et commander une arme, l'Ukraine, sous cette culture, a appris à le faire en semaines. Des ateliers de garage aux grandes lignes de production, tout un écosystème a surgi, des dizaines de fabricants, des soldats ingénieurs, des programmes où l'État finançait la fabrication de drones par centaines de milliers. On a même vu naître des systèmes numériques transformant la logistique militaire en quelque chose de proche d'une application, un opérateur au front pouvant signaler, commander, recevoir presque en temps réel. Cette souplesse a offert à l'Ukraine ce que son adversaire, prisonnier de sa lourdeur bureaucratique, ne pouvait pas égaler. La capacité de s'adapter plus vite que l'ennemi n'apprend. C'est cela exactement que Fedorov incarnait, non pas une arme, mais une méthode. Et pourtant le voilà écarté après 6 mois. Son départ n'est d'ailleurs pas isolé, il s'inscrit dans un remaniement plus large qui emporte aussi la première ministre, Yulia Sviridenko, pressentie pour devenir ambassadrice aux États-Unis. Son remplacement probable, le patron de la compagnie énergétique publique dont l'expérience sera précieuse à l'approche d'un nouvel hiver de frappe russe sur le réseau électrique. Détail qui donne le vertige. Avec ce changement, l'Ukraine s'apprête à connaître son 5e ministre de la Défense depuis le début de l'invasion, en 2022. 5 en un peu plus de 3 ans de guerre. Arrêtons-nous sur ce chiffre, car il n'est pas anodin. 5 ministres de la Défense en 3 ans, cela signifie 5 fois repartir, 5 fois réapprendre des dossiers d'une complexité écrasante, 5 fois retisser des relations avec les alliés, avec les généraux, avec l'industrie. Dans une guerre où chaque semaine compte, cette valse a un coût invisible mais bien réel, la mémoire institutionnelle qui s'efface, les réformes laissées à mi-chemin,
les partenaires étrangers qui doivent, à chaque fois, réapprendre à qui parler. La stabilité, en temps de guerre, est une arme en soi. Et sur ce point précis, l'Ukraine joue avec le feu. Mais pourquoi écarter l'homme du succès ? C'est ici que l'histoire bascule, car son style même avait forgé de puissants ennemis. Les généraux les plus anciens estimaient que ses idées misaient trop sur la technologie et pas assez sur l'art traditionnel de la guerre, les chars, l'artillerie, la masse. Les industriels de la défense, eux, étaient furieux. Ces réformes avaient réduit leur influence sur les marchés d'armement, cette manne des contrats militaires. Et à mesure que grandissait son image publique, le jeune ministre devenait une figure admirée, un visage, une marque, un malaise s'installait chez certains, à l'intérieur même du pouvoir. Décortiquons ces trois hostilités, car chacune renferme une part de vérité. Les généraux d'abord formaient à une guerre de front, de divisions et de feux massifs. Beaucoup voyaient dans l'obsession technologique une mode dangereuse, un pari qui négligeait les fondamentaux, tenir le terrain, entraîner l'infanterie, gérer les réserves. Les industriels ensuite, chaque euro dépensé en drones bon marché est un euro qui n'ira pas à leur système coûteux. Réformer les marchés d'armement, c'était toucher à leur profit, à leur pouvoir. Et enfin, la politique, dans un pays où le président concentre l'attention, un jeune ministre trop brillant, trop populaire devient vite un rival potentiel, une comète qui vaut mieux ramener à terre. Trois logiques différentes, un même réflexe, neutraliser celui qui dérange l'ordre établi. Prenez la mesure de ce paradoxe, car il est le cœur de tout. C'est pas parce qu'il avait échoué que Fedorov gênait, c'est parce qu'il avait réussi. Ça réussit de bousculer des hiérarchies établies, rogner des budgets, humilier des habitudes. Dans toute institution, et l'armée plus que tout autre, le succès d'un réformateur est vécu par l'ancien monde comme une menace. Selon les analystes, Zelensky se serait lassé des conflits incessants entre son ministre novateur, le commandement militaire et l'industrie de défense. Autrement dit, il n'a pas tranché entre le bien et le mal. Il a tranché entre la paix intérieure de son appareil et l'audace d'un homme qui dérangeait. Et c'est là que le registre change, que nous passons du quoi au comment, au mécanisme profond de cette friction, car elle n'a rien d'un accident ukrainien. C'est une loi presque universelle des organisations en guerre. La survie de l'Ukraine a reposé sur la vitesse. Concevoir un drone en quelques semaines, l'adapter en quelques jours, le produire par milliers. Mais une institution, par nature, résiste à la disruption. Le général formé à la manœuvre de char n'aime pas qu'un homme du numérique lui explique la guerre. Le contractant qui vend des systèmes coûteux n'aime pas qu'on privilégie le bon marché et le nombre. Le succès du réformateur menace, un à un, tous ceux dont il change les règles. Et tôt ou tard, l'organisation se retourne contre lui, non par bêtise, mais par instinct de conservation. Et l'histoire militaire regorge de ces innovateurs broyés par leur propre camp. Ceux qui, avant 1914, avaient compris la puissance meurtrière de la mitrailleuse, ceux qui, entre les deux guerres, avaient pressenti l'aviation ou le char, et que les états-majors ont fait taire. À chaque bond technologique, la même scène se rejoue, le visionnaire a raison trop tôt, et l'institution le lui fait payer. Car une armée ne se contente pas de combattre un ennemi, elle défend aussi, jalousement, sa propre manière de faire la guerre, les carrières, les doctrines, les fournisseurs bâtis autour d'elle. Le drame, c'est que le prix de cette inertie ne se règle pas dans un bureau, il se paie au front, en vie, le jour où l'ennemi, lui, a osé changer le premier. Soyons justes, pourtant, car l'honnêteté l'exige, et ne cédons pas à la lecture simpliste. Un remaniement n'est pas nécessairement un signe de crise. Les partisans de Zelensky y voient au contraire une manière de garder le gouvernement affûté, concentré, capable de se renouveler en pleine épreuve. Changer les hommes, parfois, c'est refuser l'enlisement, mais d'autres, tout aussi lucides, y voient une source d'instabilité. 5 ministres de la Défense en 3 ans, ce n'est pas seulement de la souplesse, c'est aussi de la discontinuité, une mémoire qui s'efface à chaque départ. Et surtout, chaque remaniement concentre un peu plus les décisions entre les mains d'un seul homme. La vérité ici n'est pas d'un seul côté, elle tient dans cette tension, et c'est précisément ce qui la rend intéressante. Mais élargissons le cadre, parce que ici l'histoire touche à quelque chose de plus grave encore, la démocratie elle-même à l'épreuve de la guerre. Car tout ceci se déroule sous la loi martiale. À cause de l'invasion, les élections présidentielles et législatives ont été reportées. Zelensky gouverne donc sans nouveau vote national jusqu'à ce que les conditions permettent un jour d'organiser un scrutin. Et là, deux lectures s'affrontent honnêtement. Les critiques soulignent que cela donne au président un contrôle accru sur ceux qui occupent les plus hautes fonctions du pays, l'un d'eux, allant jusqu'à rappeler que, selon la Constitution, former le gouvernement est la prérogative du Parlement, pas du seul chef de l'État. Les partisans, eux, répondent que organiser des élections en pleine guerre totale serait tout simplement impossible et ferait courir un risque mortel à la sécurité nationale.
Et ce n'est pas qu'une querelle de juristes. Derrière ces mots se cache une question vertigineuse. Qui contrôle celui qui contrôle tout? En temps normal, ce sont les urnes. Mais les urnes sont suspendues. Reste la presse, le Parlement, la rue, et c'est précisément pourquoi ces manifestations dans plusieurs villes comptent tant. Elles rappellent que, même sous la loi martiale, même sous les bombes, une société ukrainienne continue de surveiller son pouvoir, de descendre dans la rue, de dire non. Ce réflexe-là, la capacité d'un peuple à contester ses dirigeants tout en combattant l'envahisseur, et peut être, au fond, la meilleure preuve que cette démocratie est bien vivante. Qui a raison? Les deux, en un sens, et c'est bien là le piège. Une démocratie assiégée doit resserrer les rangs pour survivre, mais à trop resserrer, elle risque d'oublier ce qu'elle défend. C'est le dilemme le plus vieux du monde libre en guerre, suspendre une part de ses règles pour ne pas mourir sans se trahir soi-même au passage. Rappelons-le clairement, car c'est le cœur de notre grille de lecture. Si l'Ukraine en est là, ce n'est pas par vice, mais parce qu'une puissance étrangère, le Kremlin, l'a précipité dans cette guerre. Ces tensions internes sont le coup imposé par l'invasion, pas la preuve d'un échec ukrainien. Mais les nommer honnêtement, sans triomphalisme ni complaisance, c'est justement respecter l'Ukraine, pas la traiter en tribune de supporters. Car n'oublions jamais qui attend tout au bout de ces querelles de couloir. Ce sont les soldats dans les tranchées, ceux qui, ce soir même, guideront un drone à $500 vers un char ennemi. Chaque décision prise à Kiev, quel ministre, quelle doctrine, quel budget se traduit, quelques semaines plus tard, en drone qui arrive ou n'arrive pas, en munitions présentes ou manquantes, sur la ligne de feu. Le commandant en chef de l'armée l'a d'ailleurs rappelé, appelant la nation à rester concentrée sur la guerre contre la Russie, car pendant que la capitale change ses ministres, le front, lui, n'a pas le luxe d'attendre. Et si nous prenions un peu de recul, l'histoire de France offre à cette querelle un écho saisissant. Souvenez-vous des années 1930. Un officier encore obscur, le colonel Charles de Gaulle, prêchait dans le désert une idée neuve. L'avenir de la guerre appartiendrait aux blindés massés, à la mécanique, à la vitesse, non aux tranchées figées. L'établissement militaire français, arc-bouté sur sa ligne Maginot et ses certitudes, l'a ignoré, moqué, écarté. On connaît la suite. En 1940, ce sont les Allemands qui appliquèrent, contre la France, la doctrine que la France avait refusé d'écouter dans la bouche de l'un des siens. Voilà l'insight et c'est le cœur de notre histoire. Le plus grand ennemi de la réforme militaire n'est pas toujours l'adversaire d'en face. C'est souvent sa propre institution, ses habitudes, son orgueil. Un innovateur qui voit juste dérange toujours ceux qui ont bâti leur carrière sur l'ancien monde. L'histoire ne se répète pas, elle rime. Mais gardons la tête froide. Écarter Fedorov ne signifie pas que l'Ukraine renonce à ses drones, la révolution est déjà dans les mœurs. Trop profonde pour un seul homme. La question n'est pas de savoir si l'innovation survivra, mais si elle survivra assez vite, malgré les résistances de sa propre maison. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour nous? Bien plus qu'on le croit. D'abord, une leçon crue sur la réforme militaire. Si même l'Ukraine où la doctrine de la masse abordable est née dans le feu, où elle a fait ses preuves chaque jour, peine à protéger ses innovateurs des pesanteurs de son propre establishment, quelle chance ont les bureaucraties de défense françaises et canadiennes, en temps de paix, d'embrasser vraiment ce bouleversement? Le message est direct. Nos armées devront changer non seulement leurs armes, mais leur culture et affronter, chez elles, les mêmes généraux prudents et les mêmes contractants inquiets. Le premier champ de bataille de l'innovation est intérieur. L'Europe l'a d'ailleurs compris à ses dépens, bâtir une industrie de drones à grande échelle, réformer des procédures d'achat conçues pour des chars et des avions, cela suppose de vaincre des résistances internes tenaces, des habitudes vieilles de décennies. La France, avec son industrie de défense puissante mais lourde, connaît bien cette bataille contre sa propre inertie. Le cas Fedorov est un avertissement, le talent réformateur ne suffit pas, encore faut-il le protéger politiquement, assez longtemps pour que ces idées s'enracinent, avant que l'ancien monde les étouffe. Ensuite, une leçon sur la résilience démocratique, voire une démocratie cherchée, dans la douleur, l'équilibre entre l'efficacité de guerre et la préservation de ses règles, cela devrait nous parler directement. La France comme le Canada connaissent, eux aussi, la tentation de l'état d'urgence, la question du pouvoir de l'exécutif en temps de crise, car la vraie force d'une démocratie ne se mesure pas quand tout va bien. Elle se mesure sous la pression extrême, quand la tentation est grande de tout suspendre le temps de la crise. Le jour où la France ou le Canada affronteraient une menace existentielle, ces mêmes questions surgiraient, brutales, jusqu'où concentrer le pouvoir, quand rétablir le vote. Que sacrifier et pour combien de temps? L'Ukraine est à cet égard un laboratoire à ciel ouvert et nous aurions tort de détourner le regard. Et il y a un fil plus concret encore. Ce nouveau gouvernement ukrainien
tourné vers l'énergie à l'approche de l'hiver, se prépare à une nouvelle vague de frappes russes sur son réseau électrique. Notre aide, nos votes de soutien, notre constance à Paris et à Ottawa pèseront cet hiver-là autant que n'importe quel remaniement à Kiev. Alors que retenir? Le limogeage d'un ministre de 35 ans peut sembler une anecdote de palais noyée dans le fracas de la guerre. Il est en réalité une fenêtre sur une vérité plus vaste. Une nation qui se bat pour survivre doit mener deux guerres à la fois, l'une visible contre l'ennemi qui la bombarde, l'autre silencieuse contre ses propres pesanteurs, ses habitudes, ses hiérarchies, la tentation du pouvoir concentré. L'Ukraine a montré au monde comment gagner la première par l'audace et la vitesse. Il lui reste à prouver qu'elle peut mener la seconde sans perdre son âme. Car au fond, la vraie question que pose cette bataille de couloir n'est pas qui dirige la défense à Kiev. Elle est celle-ci, une démocratie peut-elle rester elle-même tout en apprenant à se battre comme jamais auparavant? La réponse ukrainienne, quelle qu'elle soit, façonnera bien plus que le sort d'un ministre. Elle dira à toutes les démocraties, la nôtre comprise, ce qu'il faut parfois sacrifier pour survivre et surtout ce qu'il ne faut jamais, au grand jamais, accepter de perdre en chemin. Car une nation peut gagner sa guerre et perdre son âme. Tout l'enjeu, pour l'Ukraine comme pour nous, est de ne renoncer ni à l'une ni à l'autre.